Je ne lierai pas les deux. Il y a une trajectoire militaire qui est contrainte sur laquelle j'ai pris des engagements sur le plan budgétaire. Pourquoi? Parce qu'il y a les équipements, il y a la modernisation de l'armée. On a aujourd'hui la deuxième armée du monde et il faut garder cette situation pour notre protection. Il y aura peut-être, parce qu'il y a l'impondérable, des interventions. Et il y a la force de dissuasion nucléaire que je souhaite maintenir parce que je pense que c'est un élément de notre crédibilité militaire et diplomatique et qui supposera dans le quinquennat des investissements. Par contre, sur la doctrine d'emploi, mon désaccord avec les 10 dernières années, où je crois qu'on a un peu cédé à la tendance néo-conservatrice et des interventions parfois malheureuses. Je pense à la Libye, mais pas que. Je souhaite revenir à une filiation française que je qualifierais plutôt de gaulo-mitterrandienne ou chiracienne. C'est-à-dire l'intervention armée, elle a du sens quand elle s'inscrit dans une feuille de route diplomatique. Là où il y a du risque et ces points de déséquilibre, notre pire ennemi après les djihadistes et les terroristes islamistes, ce sont les États faillis. Et donc je ferai tout pour qu'on maintienne la stabilité des États. Je pense au sujet syrien, mais aussi à plusieurs autres. Bonsoir à tous. Alors René, cet extrait est particulièrement intéressant et résonne de manière précise avec l'actualité. Emmanuel Macron, donc, il y a un an, disait on a un peu cédé à la tendance néoconservatrice et des interventions parfois malheureuses et il disait qu'il souhaitait revenir à une filiation française que je qualifierais, disait-il, de gaulo-mitterrandienne ou chiracienne. Bon, en l'occurrence, la France, dans le sillage de Trump, est intervenue dans la nuit de vendredi à samedi en Syrie, donc pour cibler des sites militaires du côté de Homs et le centre de recherche de programmes sur les armes chimiques dans ce pays. Est-ce que la France avait un autre choix que d'intervenir en Syrie à ce moment-là? Elle avait quantité d'autres choix. Elle avait même le choix de discuter avec les Américains, de définir d'autres cibles. Parce que la principale caractéristique de cette frappe, c'est que c'est une frappe qui ressemble beaucoup à la quantité d'égards à celle qui a eu lieu à peu près il y a un an, qui a été faite par les Américains seuls. Ils avaient tiré 59 missiles Tomahawk sur une base aérienne unique, d'où avaient décollé les avions qui avaient bombardé un village, faisant pas mal de morts parmi les gens. Et c'était une frappe qui était vraiment symbolique parce que la base était vide quand ils ont tapé, et elle n'était suivie d'aucune autre frappe. Ça veut dire que les Américains avaient cherché à montrer qu'ils n'étaient pas contents. C'est une frappe punitive qui n'apportait aucun enseignement. Et surtout, elle n'apportait rien au destin de la guerre. Et c'est exactement la même chose qui vient de se reproduire. On a frappé, les trois pays qui ont frappé, ont tiré ensemble, je crois, autour de 120 à 130 missiles, qui ont détruit donc un centre de recherche qui ne fonctionnait plus, qui ont détruit aussi des centres de stockage ou des centres de fabrication qui ne fabriquaient plus grand-chose, puisqu'il reste à peu près 35 tonnes de gaz à la Syrie, alors qu'elle en avait presque 1000 tonnes au début de la guerre en 2011. Le reste a été détruit par la suite de l'accord qui a été signé avec les Russes et les Américains. Donc cette frappe-là était une frappe donc largement symbolique qui ne changeait rien à l'usage des armes chimiques, peut-être, ça on va voir, on verra si elle est dissuasive, et qui ne change rien, en tout cas pour le destin de la guerre. Le seul point sur lequel elle peut changer quelque chose, c'est qu'il se peut qu'après cette frappe, les Syriens décident qu'il faut passer maintenant à une offensive plus classique, en finissant la guerre d'une certaine façon, parce que ce qu'on constate ces derniers jours avec la prise des villages de la Ghouta, c'est que la guerre est presque finie. Il reste une zone qui n'est pas encore maîtrisée par eux, par le régime de Damas, c'est la région d'Idlib, au nord. Cette région pourrait être désormais le champ de bataille ultime de la guerre. Cette région, si elle revient, si elle devient véritablement le champ de bataille, les Occidentaux, la France notamment, pourraient avoir un rôle à jouer dans cette affaire en disant on n'est pas forcé d'aller jusqu'au bout de la bataille, on peut peut-être maintenant entreprendre une négociation diplomatique. C'est un peu ce qu'a dit Jean-Yves Le Drian après le bombardement. Il a dit que la France allait prendre des initiatives diplomatiques sans préciser lesquelles, mais on aimerait savoir lesquelles. Là, on se retrouve à nouveau dans cette situation où la France intervient dans les pas de Trump, des États-Unis. Oui. Est-ce qu'il y avait une autre possibilité? Est-ce que finalement la France n'a pas raté auparavant une occasion d'intervenir différemment dans un autre cadre? Elle a raté une occasion absolument historique. Tout le monde s'en souvient, en 2013. Et les choses auraient pu être totalement différentes, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'à ce moment-là, au lieu d'être en position de force, le régime syrien était en position de faiblesse.
La rébellion était assez forte. L'armée était en très mauvaise situation. Le régime était affaibli. Il était relativement solitaire. Mis à part l'Iran, il avait très peu de soutien. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il n'y avait pas de Russes sur le terrain. Donc les frappes ne mettaient pas en jeu une grande puissance. Et elles auraient donc pu, premièrement, changer le destin de la guerre. Deuxièmement, provoquer une remise en place de la diplomatie autour de ce conflit qui aurait été complètement différente, dans lequel les Russes et les Iraniens n'auraient pas du tout joué le même rôle qu'aujourd'hui, où ils jouent un rôle majeur. Ils maîtrisent la situation, à la fois sur le terrain militaire et sur le terrain diplomatique. Parce que quand les Occidentaux disent « nous allons maintenant engager une offensive diplomatique », avec qui? Est-ce que les Iraniens seront d'accord? Est-ce que les Russes seront d'accord? On ne sait pas. Est-ce qu'on sait à l'Élysée qui sont les conseillers qui conseillent Emmanuel Macron sur ces questions-là? Est-ce qu'ils ont un profil particulier? Est-ce qu'ils ont une influence particulière? Je pense qu'ils ont une influence particulière, mais je doute, moi, de leur influence réelle, parce que sur un autre sujet qu'il a abordé dans son intervention il y a un an, sur la Libye, la France a une attitude que je trouve complètement invraisemblable. Sur la Libye, en principe, il dit que cette guerre était malheureuse. Nous sommes tous d'accord sur le fait que cette guerre était plus que malheureuse, c'était un désastre. On n'aurait pas dû entrer dans cette guerre. On a provoqué d'abord l'effondrement d'un pays, on a provoqué ensuite l'invasion islamiste du Sahel, les djihadistes du Sahel. Mais deuxièmement, ce qui est très grave, c'est qu'à la suite de l'intervention des forces internationales, c'est-à-dire des Nations Unies, il y a eu, pas sur le terrain, seulement du point de vue diplomatique, c'est là où les choses sont très différentes. À la suite de l'intervention diplomatique, il y a en fait deux gouvernements en Libye. Il y a un gouvernement légal qui est soutenu par la communauté internationale, reconnu officiellement par la France. Il y a un gouvernement de fait, ce gouvernement légal est à Tripoli. Il y a un gouvernement de fait militaire qui gouverne grosso modo l'autre moitié de la Libye, qui est du côté de Benghazi. La chose la plus extraordinaire et la chose la plus troublante du point de vue du conseiller de Macron, c'est que nous avons à la fois une reconnaissance du premier gouvernement et nous envoyons des conseillers militaires auprès du second, qui combat le premier. J'aimerais savoir quelle est la logique de la position française sur la Libye ce soir. Après ces frappes, on a entendu beaucoup de gens dire c'était trop peu ou trop tard, surtout. Mais on a aussi entendu des gens dire c'était des frappes de trop. Parce que justement, ce qui s'est passé en Libye avec les frappes américano-franco-britanniques, ça aboutit à la situation libyenne aujourd'hui. Est-ce que comment vous comprenez cette autre position? Je ne crois pas qu'on puisse réellement les comparer. Moi, je suis tout à fait sur la position de ne pas intervenir quand ça n'est pas indispensable. En Libye, par exemple, c'était loin d'être indispensable. Nous l'avons écrit et démontré dans Mediapart de mille façons. En Syrie, je ne dis pas que la frappe d'hier était indispensable, mais il fallait faire quelque chose pour empêcher. Il a quand même déjà tué presque 400 000 de ses compatriotes, Assad, et il en a envoyé grosso modo une dizaine de millions à l'étranger sous la forme d'exilés. Je pense que ce personnage, ce tyran, devait recevoir une leçon d'une manière ou d'une autre. Je ne dis pas que ça suffit pour l'arrêter. Je ne dis pas que moralement c'est tout à fait satisfaisant. C'est relativement insatisfaisant parce que je préférerais que ce soit la communauté internationale qui soit derrière cette frappe. Je déplore d'ailleurs que cette frappe n'ait pas été conduite avec l'aval de la communauté internationale. C'est un vrai problème. Et une autre chose qu'on peut déplorer, c'est que si il y a eu en 2013 un accord russo-américain pour détruire les armes chimiques, tout le monde s'en souvient, ils en ont détruit les 4/5. Cet accord était garanti par les deux. Il se trouve qu'après cet accord, les Syriens se sont débrouillés pour garder des armes chimiques. Et ni les Russes, qui étaient pourtant bien placés puisqu'ils étaient là depuis 2015, ni les Américains, qui étaient bien placés puisqu'ils ont des avions qui survolent la Syrie en permanence, aucun des deux, ni nous, qui avons des troupes spéciales en Syrie, qui surveillons aussi la Syrie à cause de la présence de nos troupes spéciales, nous n'avons fait la moindre mention du fait que la Syrie avait des armes chimiques et qu'il faudrait qu'elle arrête de les utiliser, sinon il y aurait un gros problème. Mais est-ce que la déploration du fait qu'il n'y ait pas un soutien de la communauté internationale, il n'est pas limité par le fait que le rapport de force à l'ONU et notamment au Conseil de sécurité fait qu'il ne peut pas y avoir de mandat de l'ONU? Non, il ne peut pas y avoir de mandat de l'ONU pour la bonne raison. On l'a vu d'ailleurs tout de suite après la frappe. Il ne peut pas y avoir de mandat de l'ONU parce que s'il s'agit de soutenir l'existence des frappes, les Russes mettront leur veto. S'il s'agit de prendre une position contraire, ce sont les Américains et les autres alliés des Américains, c'est-à-dire nous, les Britanniques, qui mettront notre veto. Donc il ne peut pas y avoir un mandat de l'ONU sur une frappe de cette nature. Il pourrait y avoir un mandat de l'ONU
pour quelque chose qui ne se porterait pas uniquement sur les frappes, qui serait par exemple l'instauration d'une présence internationale en Syrie. C'est peut-être vers quoi veut pencher Le Drian, vers quoi veulent pencher ceux qui entretiennent l'hypothèse que peut-être quelque chose serait possible du point de vue diplomatique. Mais je crois qu'il faut être très très optimiste pour entretenir une hypothèse pareille. Et pour conclure, est-ce que vous liez ces frappes qui ont eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi à ce que dit Emmanuel Macron, ce qu'il nous disait il y a un an, c'est-à-dire est-ce que c'est l'expression de la tendance néoconservatrice dont il disait se méfier il y a un an? Si on apprenait que parmi les conseillers d'Emmanuel Macron, il y en a un qui a joué un rôle décisif dans cette décision, on pourrait dire que ça se rattache à ce type de comportement. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas dans cette affaire. Ce n'est pas absolument certain. Simplement, il ne faut pas perdre de vue que, aussi bien au Quai que dans d'autres instances politiques et politico-administratives en France, le courant néocon existe toujours. Il y a des gens qui ont cette posture dans des positions très importantes. Leur influence ne peut pas être niée. Donc, sauf à savoir comment la décision a été prise, on ne peut pas dire que ce sont eux qui ont influencé. On ne peut pas l'exclure non plus. Alors on sait à quel point la situation en Syrie et le terrorisme sont profondément liés. Je vous propose qu'on regarde un second extrait de l'entretien que nous avait accordé Emmanuel Macron le 5 mai 2017, 2 jours avant d'accéder à l'Élysée. Vous arrêtez avec l'état d'urgence. Vous avez 15 jours après un attentat avec un fichier S qui était identifié, sur lequel on n'a pas pu faire une perquisition administrative, bon courage. Là, le pays, vous le tenez. Oui, justement. Donc ça veut dire qu'on ne lève jamais l'état d'urgence dans ce cas-là. Non, ça veut dire qu'il y a des gens compétents, qui ne sont ni vous ni moi, qui peuvent éclairer votre décision politique, qui savent la réalité à la fois de la menace et de ce dont ils ont besoin pour y répondre. Et que ces gens-là doivent éclairer la chose. Et je souhaite d'ailleurs qu'il y ait aussi un contrôle parlementaire sur ce sujet de manière régulière, parce qu'il faut éclairer la nation sur ce sujet. Mon souhait, c'est de sortir de l'état d'urgence. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Mais ce qui, aujourd'hui, crée de la tension dans la société, c'est la menace terroriste. Beaucoup plus que l'exercice de l'état d'urgence. Alors là encore, cet extrait est intéressant au regard de l'actualité, puisque à Trèbes, c'est un fichier S qui est à l'origine de l'attentat qui a été commis le 23 mars. Donc, alors que l'état d'urgence est entré dans le droit commun, donc est-ce à dire que l'analyse du chef de l'État est contredite par les faits? Force est de constater que le pays il le tient toujours, ça n'a pas bougé, hormis 2 ou 3 polémiques assez vaines alimentées par l'opposition. Pour l'instant, c'est très dur de prendre le contre-pied d'Emmanuel Macron, surtout par rapport au quinquennat précédent, où si je caricature, on avait l'impression d'avoir un président dépassé, un Premier ministre surexcité et un ministre de l'Intérieur qui s'évertuait à nier les désastres et à vendre 30 arrestations quand on avait 130 morts la veille. Et on a eu l'état d'urgence, on a eu tout ce qu'on a chroniqué dans Mediapart sur l'état d'urgence. Il y a eu la polémique sur la déchéance de nationalité. Emmanuel Macron est sur quelque chose de beaucoup plus posé. On a l'impression qu'il a tiré les enseignements du passé. Il fait plus ou moins ce qu'il dit, plus ou moins ce qu'il avait annoncé au sein à Mediapart. Et j'avoue que c'est très dur pour nous d'avoir prise et de trouver un angle. Mais quand on regarde... alors, il a fait son état, il est sorti de l'état d'urgence comme il l'annonçait, tout en maintenant, il nous parle des perquisitions administratives, en mettant ces dispositions qui sont dérogatoires du droit commun, en les versant dans un régime de droit commun. Alors, certes, faut être honnête, c'est-à-dire que là où, dans les premiers mois qui ont suivi le 13 novembre, il y a eu 4000 perquisitions administratives, maintenant, on est sur des chiffres qui sont de l'ordre de 40 perquisitions administratives par mois. Les services de renseignement n'abusent pas de ces mesures et font des choses beaucoup plus ciblées sur de véritables suspects de terrorisme, et on n'est pas sur tout ce qu'on a connu auparavant. Mais il n'empêche que ces dispositions ont été versées dans le droit commun et que, à l'avenir, que ce soit sous ce quinquennat ou sous d'autres, ça peut être quand même extrêmement dangereux pour nos libertés. On l'a chroniqué dans Mediapart ou dans le club très souvent. Et par ailleurs, si à l'heure actuelle, on a l'impression comme ça un peu lénifiante, parce qu'on s'est habitué aux attentats et aux morts malheureusement, et que
ces derniers temps, c'était un peu plus espacé. En fait, quand on regarde la réalité, elle est beaucoup plus dangereuse et angoissante que ce qu'il n'apparaît. Le Centre d'analyse du terrorisme a publié récemment les chiffres. En fait, on regarde, alors je vais additionner, mais juste pour que vous compreniez à la base, si on compte les attentats qui ont malheureusement réussi, les attentats déjoués par les forces de l'ordre et les attentats échoués par les terroristes eux-mêmes, donc si on les additionne tous, on a eu une quinzaine de faits en 2015. On en a plus d'une vingtaine en 2016 et en 2017, on en a plus d'une trentaine. Donc, bien qu'on n'ait pas eu de choses aussi marquantes que le 13 novembre ou que Nice, la menace n'a pas du tout baissé en intensité. Par ailleurs, il y a une situation, on a parlé de la situation internationale, il y a encore 2 jours, les Kurdes qui ont perdu la ville d'Afrin et qui n'étaient pas contents que la communauté internationale ne les aide pas dans ce combat-là, a fait savoir, a dit, mais attendez, nous on a une centaine de djihadistes français, après tout, pourquoi on les garde? On va peut-être les relâcher dans la nature. On l'a chroniqué là aussi dans Mediapart sur ce dilemme de l'État et on ne sait pas très bien ce que veut Emmanuel Macron. Il n'y a pas de doctrine très claire entre est-ce qu'on laisse les djihadistes français être jugés en Syrie, en Irak, c'est pas tout à fait les mêmes droits qui s'appliquent, ou est-ce qu'on les rapatrie? Là, c'est quand même, on peut avoir une centaine de djihadistes qui ont fait la guerre, qui sont des ressortissants, qui pourraient être perdus dans la nature et qui pourraient avoir éventuellement envie de revenir pour nous frapper. Alors justement, avec le repli de Daesh en Syrie et en Irak, la menace terroriste a complètement changé de visage. Est-ce que l'État s'est adapté à ce changement radical qui a eu lieu au cours des derniers mois? Je me demande. C'est-à-dire qu'un des premiers actes de la présidence Macron, c'était, là aussi, il appliquait son programme. Vous savez, cette fameuse task force. Alors, c'était un projet, c'est une copie de ce que font les Américains. La commission d'enquête parlementaire sur les attentats avait préconisé ça. C'est quelque chose qui a été plutôt bien accueilli au départ, en disant que ça allait dans le bon sens. Sauf qu'au moment de la création, au départ, on nous avait vendu 70-80 personnes. Au final, je crois qu'ils sont une vingtaine. Ils sont supposés travailler 24 heures sur 24. Alors, si vous comptez les congés, les récup, je ne sais pas combien de gens travaillent. Et ils étaient supposés faire de l'analyse prospective, c'est-à-dire essayer d'anticiper. Ce n'étaient pas les gens qui coordonnaient ou qui dirigeaient les enquêtes, c'était essayer de réfléchir et voir les évolutions de la menace pour en tirer des grandes lignes et pour une politique future. Nous, les échos qu'on a des services de renseignement, c'est que tout le monde nous dit mais on ne sait pas qui c'est, on ne les voit pas et on ne sait pas ce qu'ils produisent. Il n'y a pas eu de rapport encore Alors peut-être qu'il y en a qui remontent à Emmanuel Macron, mais en tout cas qui sont produits, fournis à la communauté du renseignement pour donner des grandes orientations, on n'en a toujours pas. Où est cette intelligence annoncée, cette plus-value? Par ailleurs, il y a l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Ça fait depuis plus d'1 an qu'ils réclament, ils disent « faisons un livre blanc de la menace terroriste ». Le premier et dernier livre blanc sur la menace terroriste date de 2006. À l'époque, on avait Al-Qaïda. Aujourd'hui, on a l'État islamique. Al-Qaïda est toujours là, mais sous une autre forme. La France a été frappée par une vague d'attentats. On a eu des attentats de commandos projetés depuis la Syrie. En ce moment, les services disent « non, c'est une menace endogène, des gens qui n'ont pas pu partir qui nous frappent, c'est plus amateur ». On voit des gens qui commencent à reconfectionner des bombes. On a plein de choses qui sont en train de se passer. Et là encore, je ne vois pas, est-ce qu'on est en train de réfléchir, d'anticiper, de se dire qu'est-ce que ça va être dans 6 mois, dans 2 ans, dans 10 ans, quel va être le problème? Il y a donc ces potentiels revenants qui sont aux mains des Kurdes, mais il y a aussi une centaine de détenus français dans les prisons françaises, condamnés pour terrorisme depuis 2012. On parle juste de ceux qui sont condamnés sur le front syrien, les revenants de Syrie, qui vont être libérés dans les 2 ans à venir. Qu'est-ce qu'on en fait? Quelles sont les solutions qui vont être proposées à ces gens-là pour les accompagner ou pour les services, pour les surveiller? Voilà, on ne sait pas. Et sur le long terme, on a des menaces qui s'amoncellent et je ne suis pas sûr que l'État en prenne totalement la juste mesure. Du côté des acteurs de cet univers, de nombreux magistrats, des policiers, des gens des services de renseignement disent depuis longtemps que le tout répressif n'est pas la solution.
n'est qu'une partie, disons, de la solution et qu'il faut miser sur la prévention le plus en amont possible, dans les prisons ou ailleurs, pour essayer de repérer les jeunes qui sont susceptibles de se radicaliser. Est-ce que là-dessus, en un an, il y a eu des efforts qui ont été faits de la part du gouvernement pour prendre en compte cette parole-là, qui est la parole des experts, des personnes qui sont directement impliquées dans ce travail de lutte contre le terrorisme? Je vais te dire, Karine, c'est quelque chose que j'attends de l'entretien de ce soir. J'aimerais bien qu'on nous explique. Tu faisais référence, pour être très clair, en 2016, le patron de l'époque de la DGSI, celui de la DGSE, disent on n'est que le SAMU et nous on arrive en bout de chaîne, il faut qu'il y ait une réponse politique. Et voilà, on est 2016, début d'année 2016. Jeudi, Emmanuel Macron, face à Pernod, va nous expliquer « Ah mais regardez, je suis implacable, je suis dur, je traite le terrorisme et en même temps on va faire des choses formidables, on va s'occuper des banlieues ». Alors déjà, si on pense que c'est seulement dans les banlieues que naît le terrorisme, il a peut-être un souci de compréhension du phénomène. Mais par ailleurs, ces phrases, elles sont très jolies, je pense qu'on peut les reprendre. François Hollande les a dit, Nicolas Sarkozy les a dit, et Jacques Chirac et François Mitterrand. À un moment, quel est ce plan ? Quelle est cette réponse à apporter à une jeunesse qui pourrait être séduite par le terrorisme? Franchement, hormis des phrases creuses, pour l'instant, on n'a rien de concret, donc on l'attend là-dessus. On verra si Emmanuel Macron répond à ces questions. Ce sera à partir de 20h35 en direct du Palais de Chaillot, interviewé par Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin. En attendant, on continue à faire le bilan, nous, à Mediapart, avec les journalistes de la rédaction de cette première année à l'Élysée. On reste pour le moment dans le bilan international et géopolitique, mais on change de territoire en s'intéressant à l'Europe, où l'élection d'Emmanuel Macron avait suscité beaucoup d'attentes. Et je vous propose qu'on ouvre cette séquence en regardant l'extrait d'un discours tenu par le nouveau président de la République à Athènes. C'était le 7 septembre 2017, lors d'une visite officielle en République hellénique. C'est comme ça qu'on disait. Dans les prochaines semaines, j'y reviendrai en détail, avec une feuille de route que je proposerai à l'ensemble de nos partenaires européens. Mais oui, il faudra une Europe dans laquelle nous osons à nouveau défendre la convergence sociale, fiscale, parce que c'est ce qui nous tient réunis et évite les divergences qui nous éclatent. Il faudra retrouver le sel de cette zone euro et inventer une gouvernance forte qui nous fera souverains, avec un budget de la zone euro, avec un véritable responsable exécutif de cette zone euro et un parlement de la zone euro devant lequel il devra rendre compte. Alors l'Europe, c'était vraiment un thème cher à Emmanuel Macron pendant sa campagne. Si on regarde ce discours, un an après, où est-ce qu'on en est des réformes institutionnelles voulues par Emmanuel Macron pour l'Europe ? Alors, elles n'ont pas du tout avancé. Alors, c'est vrai qu'il était très ambitieux, ces réformes, telles qu'on vient de les entendre, étaient vraiment très ambitieuses pour réformer l'Europe en profondeur, et notamment la zone euro, dont on sait que voilà, la manière dont elle fonctionne n'est pas du tout démocratique. On l'avait vu notamment avec la crise grecque, cet Eurogroupe qui prend des décisions en toute opacité. Voilà, Macron voulait changer ça, voulait donc instituer un parlement de la zone euro pour justement contrôler les décisions de l'Eurogroupe, mettre un ministre des Finances à sa tête, et puis allouer cet Eurogroupe d'un budget qui serait donc alimenté par un impôt européen et qui servirait à la fois à financer des investissements pour l'avenir de l'Europe dans les différents pays européens, mais aussi à gérer des crises financières si elles se reproduisaient. Alors rien de tout cela n'a avancé. Pourquoi ? À la fois parce que, comme j'ai dit, il était très ambitieux, mais surtout il y a eu un calendrier européen qui lui a pas du tout été favorable, puisque évidemment pour mener ce type de réforme, il faut l'allié allemand, il faut le tandem franco-allemand. Et là, l'Allemagne a mis plus de 5 mois à former un gouvernement. Donc la fenêtre, en fait, dont Macron disposait, en gros, entre septembre et aujourd'hui, il ne l'a pas eue. Et maintenant, on est dans un autre calendrier, à 1 an des élections européennes, avec un autre pays fondateur très problématique aussi, qui est l'Italie, puisque l'Italie est elle-même maintenant dans un processus enfin, il faut qu'elle se trouve un gouvernement et c'est très complexe. Donc, sans l'Allemagne pendant un premier temps, puis aujourd'hui sans l'Italie et dans un calendrier électoral qui s'accélère, ça devient impossible là, pour Emmanuel Macron d'avancer sur ces réformes. Et il y a une autre petite chose, là il n'en parlait pas dans ce discours, sur lequel il a essayé d'avancer, c'était de mettre en place des listes transnationales pour les élections européennes justement de l'an prochain.
Il s'agissait, en fait, ce qu'il avait proposé, c'était de récupérer les sièges des eurodéputés britanniques qui, avec donc le Brexit, ne siégeront plus au Parlement européen. Donc 73 sièges qui auraient pu donc composer une liste transnationale de candidats à l'échelle européenne. Mais ça a été retoqué par un vote début février. Le Parlement européen a retoqué avec une nette majorité cette proposition d'Emmanuel Macron. Un autre élément phare sur le contexte européen, c'est la droitisation, l'extrême droitisation de toute une partie de l'Europe, notamment l'Europe centrale, avec des régimes autoritaires. Emmanuel Macron paraît très en retrait. Si je prends l'exemple d'Orban en Hongrie, il dit peu de choses. Comment explique-t-on est-ce que c'est un renoncement par rapport à ces idéaux de campagne ? Alors, pendant la campagne électorale, à vrai dire, il ne s'était pas beaucoup exprimé là-dessus. C'est vrai que sur la Hongrie, il ne s'est pas du tout exprimé, et encore moins depuis la réélection d'Orban toute récente. Et sur la Pologne, par contre, il y a eu, de la part d'Emmanuel Macron, quand même, à l'été dernier, une tentative un petit peu de critique des dérives autoritaires de ce pays. On sait que la Commission européenne a déjà commencé à prendre des mesures pour inciter la Pologne à revenir dans le chemin de l'état de droit. En fait, à l'été dernier, Emmanuel Macron a cherché à réformer la directive des travailleurs détachés. Et donc c'est un dossier sur lequel justement la Pologne et la Hongrie étaient très opposées à Emmanuel Macron. Et finalement, il a réussi à faire passer sa réforme, une légère réforme pour un peu mieux lutter contre le dumping social qu'entraînait cette directive. Il a réussi à faire passer cette réforme sans la Pologne et la Hongrie. Donc il s'est mis à dos de fait la Pologne et la Hongrie sur ce dossier. Et à cette occasion-là, il avait quand même un petit peu critiqué le gouvernement polonais. Mais depuis, plus rien. Et c'est vrai qu'à la fois sur ces pays d'Europe centrale qui sont sur une dangereuse trajectoire d'entorse à l'état de droit, mais aussi sur le cas espagnol et le dossier catalan, Emmanuel Macron là n'est pas du tout monté au créneau. Il a suivi en fait finalement la plupart des dirigeants européens. Et puis après, il faut dire aussi que politiquement, Emmanuel Macron, en tout cas pour ce qui est de l'Espagne, est plus proche de Mariano Rajoy ou du parti de droite de Ciudadanos, qui font que voilà, il avait de toute façon pas la possibilité de soutenir les indépendantistes catalans, étant donné son orientation politique. Donc là, c'est vrai qu'il y a, de la part d'Emmanuel Macron, une forme de lâcheté par rapport à cette non-défense, j'ai envie de dire, de l'état de droit dans l'Union européenne. Il est pris, Emmanuel Macron, effectivement, vous le dites, par ce qui s'est passé avec les élections allemandes, les élections en Italie, par là, tout récemment, la réélection triomphale de Orban en Hongrie. Est-ce qu'il avait proposé des conventions démocratiques pour l'Europe ? Est-ce que on voit bien qu'aujourd'hui, une des impasses européennes, c'est l'incapacité à entendre ceux qui souffrent au fond de la manière dont l'Europe a été construite. Est-ce que là, il a renoncé que pour des questions stratégiques ou au fond pour des questions d'abord idéologiques ? Oui, alors c'est vrai qu'il y avait aussi cette idée de convention démocratique qui devait s'organiser sur tout le continent avec la participation des citoyens, voilà, quelque chose de transversal, faire participer les citoyens, rapprocher l'Union européenne de ses citoyens, les impliquer effectivement dans ce processus et en vue des élections de 2019. Mais là aussi, il a renoncé. Alors pour moi, c'est quand même aussi lié au calendrier, qu'une fois de plus, à la fois côté allemand puis ensuite côté Italie, là il y a vraiment des blocages qui font que là, il ne peut pas avancer. Mais je crois aussi qu'il a été aussi rattrapé par l'agenda français, qu'à un moment donné, lui-même, voilà, il a renoncé à avancer sur le plan européen parce que il avait aussi d'autres dossiers à traiter. Mais l'année prochaine, il y a quand même ces élections européennes. Oui. Est-ce qu'il y a une stratégie aujourd'hui du gouvernement français par rapport à ça ? Oui, alors c'est vrai que l'ambition d'Emmanuel Macron, c'était justement d'essayer de faire au niveau européen ce qu'il a fait en France, à savoir créer un nouveau mouvement, ni droite ni gauche, casser un petit peu le traditionnel bipartisme au Parlement européen. Enfin, en tout cas, il y a deux grands groupes parlementaires qui dominent le Parlement européen. Et donc, il voulait sortir un petit peu de cette logique. Et cette idée des listes transnationales, c'était aussi pour ça. Mais là, il a échoué justement par la logique du vote des partis au Parlement européen, qui ont vraiment, se sont réellement opposés à cette tentative d'Emmanuel Macron. Donc je ne vois pas trop comment là il pourrait aboutir, même si on voit notamment côté Italie, avec comment le Parti démocrate essaye un petit peu de se restructurer.
en tout cas, le Parti démocrate italien est assez intéressé par ce que Emmanuel Macron a réussi à faire avec La République en marche. Donc il pourrait y avoir des rapprochements, mais je ne le vois pas arriver à faire cela à l'échelle des 27. Et une dernière question pour conclure ce bilan un peu politique et géopolitique. On a ouvert cette séquence avec le discours très symbolique, notamment visuellement, d'Emmanuel Macron à Athènes, devant les ruines du Parthénon. On sait bien que la crise grecque a été une pierre de touche de ce qu'était l'Europe, de ce qu'elle n'avait pas su faire, ce qu'on espérait qu'elle sache faire. Aujourd'hui, la situation en Grèce, tu as été longtemps correspondante à Athènes, de Mediapart, qu'est-ce que ça nous dit de l'Europe ? Ça a été évidemment un échec monumental, et puis surtout la Grèce n'est pas du tout sortie d'affaire puisque sa dette est tout aussi monumentale aujourd'hui. Sur les marchés, non Oui, oui, bon, avec plus de 25% de chômeurs et une émigration massive quand même des jeunes diplômés grecs. D'ailleurs, c'est intéressant de parler de la dette grecque parce que justement Emmanuel Macron, lorsqu'il était venu ici en mai dernier répondre à nos questions juste avant le second tour de l'élection présidentielle, il s'était engagé en faveur d'une restructuration de la dette grecque. Donc là encore, un engagement qu'il n'a pas tenu, ou en tout cas, qui tarde à se concrétiser aujourd'hui. Merci infiniment à tous les trois.